Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Une nouvelle tactique quotidienne. Donc aujourd'hui à l'honneur un champion du monde et pas n'importe lequel, Anatoly Karpov avec les Blancs qui a joué cette partie contre le grand maître bulgare Kirill Georgiev. C'est assez difficile. Donc aujourd'hui on vous met un peu au défi et à l'épreuve de trouver cette jolie tactique. Donc, mettez sur pause, prenez-vous la tête entre les mains et ensuite Laurent vous dévoilera la solution. Bon courage. Oui, effectivement, bon courage, parce que s'il n'est pas compliqué de comprendre que les blancs sont mieux, il est compliqué de voir toutes les possibilités de cette tactique. Alors on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qui nous fait penser que les blancs sont mieux? Alors, premier élément, c'est qu'on a un pion en D6, un pion passé qui est venu déstabiliser un petit peu la situation noire. Voilà, on a franchi la ligne médiane, on est même bien entré dans le camp adverse, et notamment grâce à cette avancée de pion, les pièces noires sont mises sur le reculoir, et à l'inverse, il y a tout un espace qui se libère pour les pièces blanches. On voit en premier lieu l'action de cette batterie vers le pion F7, qui d'ailleurs pourrait aussi être attaqué par un cavalier, puisqu'on voit que nos deux cavaliers regardent la case G5 qui elle-même leur permettrait donc d'attaquer vers F7. Autre élément, nos pièces lourdes sont placées idéalement sur la colonne ouverte. Voilà, on pense à entrer pourquoi pas en 7e rangée, pourquoi pas en 8e rangée. On est sur la colonne, sur une colonne adjacente à celle qu'occupe le pion passé, donc on a déjà vu dans plusieurs vidéos que c'était souvent une bonne technique pour bénéficier du soutien du pion. Alors ici ça peut être sur E7, mais on imagine aussi que si le pion a pu avancer sur D7, alors le soutien pourrait se faire au niveau de la case E8. Donc du point de vue des blancs, il n'y a quasiment rien à jeter, toutes les pièces sont à l'attaque et on sent qu'elles travaillent dans la même direction. Voilà, notamment le point F7, le pion pardon, F7 est un point de convergence pour évidemment deux pièces, la dame B3 et le fou C4, mais aussi deux autres pièces, les deux cavaliers et éventuellement même une tour sur E7. Donc le point névralgique de la position, ce sera F7. Est-ce que quand même les noirs n'auraient pas quelques atouts dans cette position? On pourrait citer le cavalier bloqueur sur D7, bloqueur du pion passé. Vous savez probablement que cette pièce a la réputation d'être le meilleur bloqueur pour un pion passé. On pourrait critiquer les tours qui sont plutôt passives. En revanche, les noirs bénéficient de deux pièces assez actives sous la forme des fous et notamment du fou de case blanche. On voit qu'il y a une possibilité de batterie par dame B7 et on n'a pas encore cité le roi blanc, mais on pourrait critiquer un petit peu cette formation. Ici, on a formé un fianchetto, mais le fou s'est échappé, il est venu se mettre sur C4. Et donc, en cas de batterie de la part des noirs, il pourrait y avoir un contre-jeu relativement désagréable avec des menaces de mat en G2 ou en H1. Donc, la position est clairement avantageuse pour les blancs, mais les noirs ont cette ressource de la dame qui peut venir sur B7 et du contre-jeu généralement sur les cases blanches. Donc, ici, Romu, une fois qu'on a dit tout ça, c'est logique de chercher le coup forcé sous la forme de fou prend F7 puisque tout est en place, on doit passer à l'action. Oui, exactement. Tu as très bien décrit la position et tu l'as dit, la case F7 est le point de convergence de la plupart des pièces blanches. Donc c'est sans surprise que c'est sur cette case que le feu d'artifice commence. Donc après fou prend F7, on voit que les noirs sont certainement obligés de capturer le fou parce que si le roi va en H8, bon, il y a beaucoup de coups, mais on imagine dame E6 qui fait intervenir la dame qui a envie de prendre en G6 et il y a dame H3, il y a G5. Enfin, okay, on comprend que les noirs auraient donné un pion pour rien et le roi est dramatiquement affaibli. Donc tour prend F7 forcé, ça on est d'accord. Ouais. Et déjà ici il faut commencer à montrer de la précision. Exactement, ouais. Donc on le dit souvent que l'ordre de coup est très important. Donc souvent quand on réfléchit, on fait des essais. Et si ça fonctionne pas, il faut essayer de changer l'ordre de coup pour améliorer. Et là, le bon coup, c'est cavalier EG5. Donc déjà intuitivement, ce serait de toute façon le coup qu'on aurait envie de faire parce que ça libérerait
l'action des tours, ça leur permettrait d'entrer en jeu. Mais peut-être qu'on peut dévoiler pourquoi concrètement cavalier F G5 ne fonctionne pas. Ouais, donc c'est tentant effectivement d'attaquer la tour F7 qui est clouée, on l'a dit, c'est clairement la cible privilégiée des blancs, mais cavalier FG5 en fait se heurte au coup C4, donc c'est une ressource qu'il va falloir avoir à l'esprit parce qu'elle va revenir un peu plus tard. Donc l'idée c'est d'attirer la dame sur C4, puisque les blancs sont obligés de prendre le pion, sinon la tour F7 ne serait plus clouée. Et maintenant, l'intérêt d'avoir attiré la dame sur C4, c'est qu'on peut jouer cavalier E5 avec tempo. Et donc on défend la tour F7 et en même temps on attaque la dame C4. Et ici on voit que les blancs sont en fait perdus puisque la dame doit reculer sur la diagonale et ensuite on peut capturer le cavalier G5. On va avoir cette fameuse ressource aussi avec dame B7. Dame B7, exactement. Ouais. On comprend bien que le cavalier ici est essentiel pour tenir la position. Non seulement il protège la tour, mais en plus il obstrue la colonne, donc il protège la tour F7, pardon, et il obstrue la colonne des tours blanches, ce qui signifie qu'à lui seul il bloque les velléités offensives des blancs, et au contraire ce sont les noirs qui vont pouvoir passer à l'attaque. Donc comme tu l'as dit, attention à cette ressource C4, on va y revenir. Donc déjà, on a bien compris que Karpov a fait preuve de précision en jouant cavalier EG5, même si intuitivement c'était le cavalier qu'on avait envie de placer à cet endroit-là. Ok, donc une des différences déjà, c'est que si je tente la même défense avec C4, dame prend C4, les noirs n'ont pas accès à la case E5, qui est toujours surveillée par le cavalier ou par la tour E2. Donc, puisqu'on n'a pas cette ressource, il faut passer... Il faut prendre, voilà, tout simplement. Cavalier prend, et on comprend bien l'idée de Karpov, c'est qu'il a donné pour l'instant 2 pièces, mais il est quasi assuré de récupérer une tour. Alors une tour, c'est pas suffisant matériellement pour compenser 2 pièces. En revanche, c'est surtout le fait qu'après avoir pris la tour, probablement avec la dame, il va continuer son attaque avec dame prend G6, menacer des mates en H7, et très clairement, le roi noir ne se défendrait plus qu'avec un fou face à 4 pièces, face à une attaque blanche lourdement armée, on va dire. Donc les noirs sont obligés de tenir cette tour sur F7, et le seul coup, c'est tour F8. Ouais. Et là, effectivement, donc, on peut s'interroger sur la suite à donner à notre attaque. On pourrait être tenté par le coup tour E7, qui rajoute une attaque sur la tour F7. Mais les noirs, on l'a évoqué tout à l'heure, tu l'as dit, le roi blanc peut aussi avoir des petits soucis à cause de la diagonale H1 A8, et donc les noirs auraient à leur disposition le coup dame B7, qui menace subtilement mat en G2, et après F3, encore le coup ressource qui va revenir encore une fois, c'est le coup C4. Ouais. Très facile de passer à côté de ce genre de coup quand on calcule, parce que ça a l'air comme ça au premier abord, on se dit ça change rien, on me donne un pion, ça va rien changer. Mais en fait, il y aura toujours un petit détail qui va changer, il faut pas minimiser ce genre de coup intermédiaire. Ouais, complètement. Et donc après C4, dame prend C4 obligé, et là l'idée c'est non plus cavalier E5 comme tout à l'heure, puisque là cavalier E5 n'est pas possible, mais de jouer dame C6. Donc l'idée est d'attaquer la dame, de proposer un échange de dames qui évidemment soulagerait fortement les noirs. En même temps, on décloue le cavalier D7, c'est toujours utile, et on le défend aussi. Donc après dame C6, si les blancs restent sur la diagonale par le coup dame B3 par exemple, les noirs ont à leur disposition le coup dame C5 échec, qui peut ramasser le cavalier G5 au coup suivant. Et la partie avec, puisque si le cavalier disparaît, bien évidemment, les espoirs blancs sont évaporés. Exactement, voilà. On a dame prend G5, dans d'autres cas de figure, ça pourrait être fou D5 aussi, pour venir casser le clouage. Donc il y aurait quand même pas mal de ressources possibles. Donc tour E7, c'était quand même un coup très tentant, parce qu'on connaît tous cette maxime qui veut que lorsqu'une pièce est clouée, ici c'est la tour F7, il faut l'attaquer encore plus. Donc le coup le plus évident, c'était tour E7. Mais il existe d'autres méthodes pour augmenter notre attaque. C'est parfois de
si on ne peut pas augmenter notre attaque en ajoutant un attaquant, on peut augmenter notre attaque en luttant contre l'un des défenseurs. C'est-à-dire, je n'ai pas renforcé mon attaque, j'ai affaibli la défense de l'adversaire. Ici, qu'est-ce qui tient la tour F7 ? Il y a le roi et il y a la tour sur F8. Donc, comment faire pour que ce défenseur ne fasse plus son travail ? Eh bien, on trouve le coup tour E8. Donc, on vient à la fois dévier la tour et la clouer. Oui, exactement. Donc, maintenant, la tour F8 est clouée. Donc, la menace immédiate, c'est dame prend F7. Qui profiterait justement du clouage de la tour F8. Donc un très joli coup de déviation trouvé par Karpov. Donc là, si on prend, ça c'est surtout facile. Ouais, dame prend F7, bien sûr, on va mettre fin à la partie très vite. Après tour prend E8. Okay. Donc là, les noirs sont face à un carrefour, j'ai envie de dire, et donc dans la partie, Georgiev a choisi dame prend D6, mais on peut encore s'interroger sur la ressource qu'on a évoquée déjà 2 fois avec le coup C4, avec l'idée donc d'attirer la dame sur C4 pour avoir cavalier E5 au coup d'après. Mais là, la différence majeure, c'est que le cavalier peut être supprimé par le coup tour 1 prend E5. Donc on élimine le défenseur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, quand on veut attaquer une pièce ou une case, soit on augmente le nombre d'attaquants, soit on diminue le nombre de défenseurs. Donc là, on supprime un défenseur et on menace bien sûr dame prend F7, on réitère la menace. On réitère la menace, ouais. Et alors, ici, les noirs ont encore un coup possible, c'est dame B7, à nouveau pour venir menacer mat et protéger la tour sur F7. Alors, qu'est-ce qui se serait passé là-dessus ? Alors là, on nettoie, c'est le nettoyage de printemps. On va vider l'échiquier et on va se retrouver avec du matériel en plus. Alors la ligne qui liquide tout, parce qu'il y a pion D6 qui bien sûr va faire la décision, c'est le coup de dame prend F7. Donc qui prend la tour, mais qui surtout échange les dames, donc qui fait disparaître toutes les idées de contre-jeu sur la diagonale. Et donc après, cavalier prend F7, sur roi prend F7, on ferait simplement tour 5, E7, roi G8 et D7, et le pion file la dame. Ok. Et si les noirs se montrent plus matérialistes en prenant la tour ? On échange en F8, et on récupère le fou ensuite en E5 avec une finale de cavalier que beaucoup de poussins gagneraient contre Georgiev. Ouais, on a 3 pions de plus, un pion passé, un cavalier dominateur, il y a beaucoup de choses. Ici, ce qui est instructif, je trouve, dans cette ligne, c'est que bien que Karpov se soit lancé à l'attaque, quand il fait fou prend F7, il se dit pas je vais essayer de gagner la finale. Il se dit je vais tenter de mettre fin à la partie par un échec et mat ou par une attaque décisive. Ici, il n'hésite pas à transformer son avantage en quelque sorte. C'est pas parce qu'on a débuté une attaque qu'on doit finir par un échec et mat, et ça souvent c'est quelque chose qu'on rencontre dans la pratique de nos élèves. Parce que on est tous pareils, on aime bien faire le spectacle, mais parfois, et même souvent d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis parfois, l'efficacité est bien plus importante que le spectacle. Donc ici, la ressource avec C4 ne fonctionnait pas. Karpov, on peut être sûr et certain qu'il l'avait envisagé. Et son adversaire, a joué une autre défense, mais qui est pas du tout la plus résistante et qui est facile à casser, on va dire. Il a joué dame prend D6, mais maintenant, on applique la menace, dame prend F7 échec, la tour F8 est toujours clouée, et après roi H8, il a terminé le travail. Alors, il y a plein de façons de gagner la partie, mais Karpov, avec sa précision légendaire, a trouvé le moyen le plus efficace par le coup cavalier E6, qui multiplie les attaques sur F8, mais qui surtout menace mat en G7. Et là, évidemment, c'en est trop pour les noirs qui ne pourront plus trouver de défense adéquate, et il a préféré abandonner. Merci Laurent pour ce joli exemple. Comme quoi Karpov n'était pas bon que dans le domaine de la stratégie. On voit bien que... Non, ça va, il connaissait 2-3 trucs aussi en tactique. Souvent, les gens qui connaissent pas vraiment trop l'histoire des échecs pensent que Karpov était un grand stratège, mais pas forcément un grand tacticien. Mais bien évidemment, pour être champion du monde, il faut maîtriser tous les aspects du jeu, et nul doute que Karpov maîtrisait parfaitement la tactique, et il y a bon nombre d'exemples où justement il a fait preuve d'une extrême précision dans le calcul, et cette partie n'échappe pas à la règle. Ouais, il faut se méfier, de façon générale, il faut toujours se méfier des raccourcis, c'est vrai dans la vie et c'est vrai pour les échecs. On peut pas devenir grand maître ou encore pire champion du monde
si on a un énorme point faible. Donc, lorsque vous lisez ou vous entendez que tel ou tel champion du monde était faible dans tel domaine, mettez beaucoup de guillemets, mettez beaucoup de pincettes. Peut-être qu'il y a un aspect du jeu dans lequel ils sont un petit peu moins performants, mais voilà, leur point faible, c'est le point fort de 99% des joueurs d'échecs. Donc voilà. Attention aux raccourcis. De toute façon, comme c'était un joueur extrêmement technique qui était capable de réaliser des micro-avantages là où la plupart des joueurs normalement constitués auraient fait match nul, pour réaliser de tels micro-avantages, il faut faire preuve d'une extrême précision dans le calcul. Ouais. Parce que sinon, évidemment, on va oublier une ressource et jamais on va prendre le dessus sur un adversaire, qui plus est dans des matchs de championnat du monde ou dans les plus grands tournois du monde. Donc évidemment qu'il était extrêmement fort dans le calcul et il a démontré dans cette partie notamment. Et on espère que vous avez trouvé cette tactique qui était vraiment pas facile. Si c'est le cas, bravo. Si vous avez fait des erreurs, ne vous découragez pas. Ne pas jouer comme le 12e champion du monde, c'est presque normal, j'ai envie de dire. Oui, ça peut arriver à 2-3 personnes. Ouais. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Et en tout cas, on espère que vous aurez au moins apprécié cette vidéo. On vous invite à liker nos publications, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine tactique quotidienne. Au revoir. Au revoir, à demain.